Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans votre journal de la rédaction. Et à l'amorce du week-end, les titres de ce 20 janvier. Nous parlerons de Marie-Rose Tessier. La Sablaise serait la plus vieille femme de France. Et notre doyenne inspire dans la cité des Sables d'Olonne. Rencontre avec des riverains très fiers de leur aîné. Ce matin, dernier entraînement pour les herbiers. Le match de 16e de finale de Coupe de France est programmé demain 18h. L'équipe de Laurent David est opposée au Stade de Reims. Enfin, à Maché, nous reviendrons sur l'histoire de la famille Cano. Depuis 2018, ces Varois sont installés dans un mobil-home, mais les conditions sont illégales selon la mairie et la loi. Un bras de fer est engagé depuis déjà quelques mois. Mais avant de développer ces titres, la préfecture vient d'annoncer la mise à disposition de 162 places d'hébergement d'urgence à destination des plus démunis. Une décision effective à partir du 22 janvier, puisque les températures ressenties seront alors de moins 10 degrés. La Vendée est placée en vigilance grand froid de niveau jaune. 1910, année de naissance de l'illustre navigateur Jacques-Yves Cousteau, de la religieuse Mère Teresa, mais aussi de Marie-Rose Tessier. La Sablaise est née un 21 mai et depuis quelques jours, il s'agit de la doyenne de France. Rarement malade, elle ne pense pas détenir un secret particulier. Elle fait en tout cas la fierté des Sablais. Grégoire de Châtillon. À 112 ans, Marie-Rose Tessier est donc devenue la nouvelle doyenne des Français. Et cela ne lui fait ni chaud ni froid. Bien égal. Du moment que je suis en bonne santé, c'est le principal. Doyenne ou pas doyenne. Une Vendéenne qui ne boit pas que de l'eau. Plus de 20 ans même. Je bois du vin avec de l'eau tous les jours. Oui, mais pas de champagne. Pas de champagne. Il est trop cher. Marie-Rose Tessier, qui réside dans un EHPAD des Sables d'Olonne, est entourée de sa petite fille, âgée de 71 ans. Moi aussi, je me suis occupée de toi. Celle qui fut née en 1910 n'oubliera jamais les pleurs de sa mère lors de la Première Guerre mondiale. Veuve à 34 ans, elle perd son mari sous les bombes de la Seconde Guerre mondiale, une vie en Vendée, à Paris, puis un retour dans le département à la retraite. Solide comme un roc, Marie-Rose a su éviter certains excès. Il y en a qui fument de trop, il y en a qui boivent de trop, il y a un tas de choses qu'il ne faut pas faire. Hein? Une santé de fer qui ne surprend pas son ancien médecin traitant. J'imaginais qu'elle vivrait assez longtemps. J'ai pris ma retraite il y a 5 ans et demi. Mais de là à penser qu'elle deviendrait la doyenne, quand même pas. Elle était quand même très, très alerte et malgré des soucis familiaux qui l'avaient affectée, mais elle était très dynamique. Elle est surtout vivante parce qu'elle avait une excellente constitution et qu'elle avait une très bonne hygiène de vie. 112 ans, de quoi ne pas laisser indifférent certains sablés rencontrés dans la rue. Waouh, c'est génial. Mais tant mieux pour les sables alors. C'est formidable, 112 ans. J'espère qu'elle est en bonne santé, en tout cas. Moi, je voudrais bien faire pareil. Arriver à 100 ans. Et même plus de 100 ans, je crois. 112 ans. 112, oh là. Ça fait loin, ça. Mais l'air des sables, c'est connu et bon pour tout le monde, vous voyez bien. Chez nous, on a tout ce qu'il faut. La mer, le soleil. Même quand il fait mauvais, il n'y a pas un jour sans soleil au sable. Donc c'est une grande satisfaction pour la personne qui vit et pour la famille, bien sûr. Marie-Rose Tessier, la nouvelle doyenne des Français, soufflera ses 113 bougies le 21 mai prochain. Moins de 24 heures avant de fouler la pelouse du stade Massabielle pour les joueurs du VHF. 4500 personnes et tout un stade seront acquis à la cause vendéenne lors de ces 16e de finale de Coupe de France. Face aux Rouges et Noirs, le 11e de Ligue 1, le Stade de Reims. Ce matin, dernier entraînement pour les Rouges et Noirs. Une partie hors de nos caméras pour ne pas tout dévoiler du jeu herbretais bien sûr. Le club ne laisse rien au hasard dans cette préparation. C'était une bonne semaine de travail. Au final, on l'aborde comme un match de championnat. Je pense qu'on n'a pas de pression à se mettre. Autant sur les matchs précédents, on était l'équipe entre guillemets favorite si on peut en avoir une. Aujourd'hui, on n'a rien à perdre. Demain, on n'a rien à perdre. Donc on aborde ce match très sereinement. Le groupe le vit bien, le groupe le vit normalement. On a la chance d'être dans un club qui a connu cette expérience-là. Donc il n'y a pas de raison, on y croit fort et on va tout faire pour.
La seule chose qui est différente, c'est que ce sont des matchs coup près. Et donc on se prépare pour ce genre de match, mais on ne se prépare pas différemment comme contre Reims ou que l'a pu faire avant contre Guingamp ou Mareuil. On se prépare pour la Coupe de France parce que ce sont des matchs coup près. Et contrairement au championnat, on peut pas se rattraper, donc il faut être présent pendant les 90 minutes. J'en suis sûr qu'on va souffrir, c'est ce que je leur ai dit, on va souffrir, il y aura des erreurs, mais après l'abnégation, le travail, l'engagement et le talent de mes joueurs, j'espère que quelque part on y arrivera à être à la hauteur de ce match et à être à la hauteur surtout de la Coupe de France. Dans ce journal, nous vous proposons de découvrir la drôle d'aventure de Camille Lejoncourt. La Bretonne s'était lancée de Brest à vélo. L'objectif, rallier Essaouira au Maroc en 2 mois. Un projet caritatif, cette prof de sport pédale, mais a également ouvert une cagnotte en ligne. Les bénéfices seront reversés à l'association Un rêve, un sourire qui réalise le rêve des jeunes malades ou en situation de handicap. La Finistérienne était hier en transit en Vendée à Saint-Michel-en-Lerme. C'est vraiment une terre de vélo d'après ce que j'ai compris. Il y a plein de pistes cyclables, elles sont hyper bien aménagées, hyper bien indiquées. Et puis c'est chouette parce qu'on se sent en sécurité, il n'y a pas de dénivelé, même si parfois le vent est un peu compliqué. L'idée c'est d'en prendre plein les yeux et c'est aussi pour ça le vélo, c'est que ça fait le voyage fait partie intégrante de l'expérience que je vis. Et donc là j'ai pu apprécier, j'avais jamais vu par exemple, je pense que c'est ce que vous appelez les bocages où il y a des serpents d'eau qui sont entre les terres, etc. Et ça j'avais vraiment jamais vu, j'ai été assez surprise. Ouais. Pour retrouver sa cagnotte, rendez-vous sur litchi.fr, LE2ETCHI.fr et cherchez Camille Pédale pour un sourire. Direction Maché, à présent. Depuis 2018, Adrien et Marine Cano ont quitté le Var pour s'installer dans cette petite commune, non loin d'Esnay. Avec le soutien de l'ancien maire, ils se sont installés dans un mobil-home sous une stabulation, un hangar pour abriter les vaches. Problème, avec l'élection de 2020, le maire a changé et la position de l'équipe municipale avec. Les 2 maraîchers sont priés de quitter les lieux. La mairie rappelle que ce type de logement sous stabulation est illégal. Les 2 parties assisteront à une médiation organisée par le tribunal administratif de Nantes début février. Les précisions d'Agathe Poulet. Cela fait 2 ans que ce couple de maraîchers bio est en conflit avec sa commune. La raison, la famille vit dans un mobil-home au sein de leur bâtiment agricole sur leur exploitation, ce qui n'est pas légal selon les lois de l'urbanisme. Un texte qui paraît incohérent pour Adrien Cano. Nous, notre but, c'est pas d'aller construire une maison sur une de nos parcelles. C'est pas d'artificialiser encore plus de sol, c'est d'utiliser l'existant et de faire quelque chose qui est logique, économiquement viable et écologiquement responsable. Donc pour nous, ça nous paraît la meilleure solution de faire comme ça. On est d'accord pour s'adapter. C'est vraiment une solution qui devrait être beaucoup plus mise en avant par les pouvoirs publics, de recycler l'existant et de ne pas bétonner le sol. Malgré plusieurs mésententes sur des demandes administratives, la mairie a accepté une médiation avec le couple afin de trouver un terrain d'entente et une solution, tout en restant dans les clous. Il est bien évident aujourd'hui que le seul but maintenant, c'est que les choses avancent, qu'ils puissent continuer leur activité professionnelle, mais qu'on respecte les règles d'urbanisme et d'assainissement. En tout cas, ce que je veux, c'est être équitable. Ma porte est toujours ouverte sur ce dossier-là et je souhaite qu'une chose, c'est que ça avance positivement. Dans ce type de dossier, la communauté de communes a la compétence d'instruire les différentes demandes d'urbanisme avec la signature du maire. Et quand on est agriculteur, il y a un système de dérogation pour pouvoir construire son logement de fonction. Donc il faut déposer un permis de construire. Ces gens-là n'ont pas déposé de permis de construire dans un premier temps. Donc on ne peut pas instruire. Ils peuvent nous écrire, ils peuvent demander à ce qu'on régularise, mais à un moment donné, il y a des démarches, il y a des règles administratives. Pour le moment, aucune procédure pénale n'est engagée. De son côté, le tribunal administratif de Nantes a proposé plusieurs dates début février pour organiser la première médiation entre les 2 parties. Culture, nous connaissons depuis hier les 2 lauréats des prix littéraires 2022 de la Société des écrivains de Vendée. Lauréats, ou plutôt lauréates, 2 femmes se sont distinguées cette année. La première, Suzanne Gachenot, pour le premier volet d'une trilogie, Les Sœurs Loubersac. L'histoire suit 3 sœurs nées dans un domaine près d'Albi au début du XXe siècle. Quant au prix de la Société des écrivains de Vendée en partenariat avec le Crédit Mutuel Océan, il revient à Françoise Rochet pour Jongler à la vie, à la mort. À la base, moi je suis jongleuse, je suis artiste
Et en fait, j'ai voulu raconter mon histoire parce que toute ma vie, on m'a demandé comment et pourquoi on devient jongleuse. Et ce livre, c'est un message d'espoir dans lequel j'ai voulu libérer ma parole puisque j'ai été abusée sexuellement quand j'étais enfant. C'est une fresque familiale, c'est le premier tome. Donc il se déroule dans les années 20, dans un domaine viticole au cœur du Gaillacois. Et donc c'est le destin de 3 sœurs qui va se voir bouleversé par le mariage de l'aînée. Et c'est un roman qui parle de la quête de liberté des femmes dans la France d'entre-deux-guerres. À partir de ce week-end, la comète C2022-3 ZTF arrive dans notre champ de vision. Elle sera au plus proche de notre planète aux alentours du 1er février, à peine 42 millions de kilomètres de la Terre. Si ce spectacle vous intéresse, armez-vous dès demain d'un télescope ou d'une simple paire de jumelles. La comète passera entre la Grande et la Petite Ourse ce week-end. Les professionnels conseillent de l'observer dans un lieu avec peu de lumière artificielle et dans certains endroits précisément. Il y a la partie est de la Vendée qui va très bien, on voit une zone limitrophe des Deux-Sèvres. Là, on a moins de pollution lumineuse. Et puis, si on est proche des villes, être le plus possible, si on est proche des villes qui sont labellisées villes et villages étoilés, par exemple, qui ont justement un éclairage public plus raisonné. Donc il y a plein de zones quand même en Vendée où on est en race campagne, avec un horizon bien dégagé, on peut observer vraiment convenablement avec peu de pollution lumineuse et un ciel bien noir. Et voilà pour l'actualité aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bon week-end sur notre antenne.